Chapitre 16. La guillotine. Laïra s'empressa de rabattre sur sa tête sa capuche doublée de peau de glouton et de franchir avec les autres enfants la porte à double battant. Il serait toujours temps, plus tard, de songer à ce qu'elle dirait lorsque madame Coulter et elle se retrouveraient face à face. Dans l'immédiat, elle avait un autre problème à régler. Où cacher ses vêtements pour pouvoir les récupérer ensuite sans demander la permission? Heureusement, il régnait un tel désordre à l'intérieur, les adultes s'efforçaient de faire rentrer rapidement les enfants afin de dégager le chemin pour les passagers du zeppelin, que personne ne faisait attention à elle. Elle ôta son parka, ses bottes et son caleçon long, les roula en boule et se fraya un chemin jusqu'à son dortoir à travers les couloirs encombrés. Elle traîna une armoire métallique dans un coin de la pièce, grimpa dessus et exerça une poussée sur une des plaques du plafond. Celle-ci se souleva, comme l'avait affirmé Roger, et dans l'espace qui se trouvait juste derrière, Laïra glissa ses bottes et son caleçon. Enfin, elle sortit l'alétiomètre de sa sacoche pour le cacher dans la poche intérieure de son parka, puis le tassa dans la cachette improvisée. Elle sauta à terre, remit l'armoire à sa place, et murmura à Pantalaimon: « Nous devons jouer les idiots jusqu'à ce qu'elle nous voie, et lui dire qu'on a été kidnappés. Pas un mot au sujet des gitans ou de Yorek Birnison, surtout, car Laïra comprenait maintenant que toutes les frayeurs qui l'habitaient se concentraient sur madame Coulter, comme l'aiguille d'une boussole est attirée par le pôle. Tout le reste, y compris l'effroyable cruauté de l'intercision, elle pouvait le supporter. Elle était suffisamment forte, mais l'image de ce beau visage, le souvenir de cette voix douce, la pensée de ce singe fourbe, suffisaient à lui nouer l'estomac, à la faire pâlir et à lui donner des nausées. Dieu soit loué, les gitans vont arriver. Pense-y, pense à Yorek Birnison, et ne te fais pas repérer, se disait-elle, en revenant vers le réfectoire, d'où s'échappait un grand brouhaha. Les enfants faisaient la queue pour boire quelque chose de chaud. Certains portaient encore leur anorak. Tous parlaient du zeppelin et de ses passagers. C'était elle, avec son démon singe. Elle t'a capturé, toi aussi? Elle a promis d'écrire à ma maman et à mon papa. Mais je parie que... Elle ne nous a jamais dit qu'on tuait des enfants. Elle n'a jamais parlé de ça. Le singe, c'est lui le plus affreux. Il s'est jeté sur mon carrossa et il a failli le tuer. Je n'avais plus de force. De toute évidence, les enfants étaient tous aussi effrayés que Laïra. Apercevant Annie et les deux autres, elle s'assit à leur table. Savez-vous garder un secret? Leur demanda-t-elle. Évidemment. Les trois visages se tournèrent vers elle, exprimant l'impatience et l'espoir. Je connais un plan pour s'échapper, déclara Laïra. Des gens vont venir pour nous libérer. Ils seront ici demain, peut-être même avant. Nous devons juste nous tenir prêts. Dès que le signal retentit, on récupère nos vêtements chauds et on se précipite dehors, sans perdre une minute. Vous foncez dehors. Mais si vous n'avez pas vos anoraks, vos bottes et le reste, vous mourrez de froid. C'est quoi le signal? Demanda Annie. L'alarme incendie, comme cet après-midi. Tout est organisé. Tous les enfants seront prévenus, mais pas les adultes, et surtout pas elle. Leurs regards pétillaient d'espoir et d'excitation, et le message avait déjà commencé à circuler à travers tout le réfectoire. Laïra sentait que l'atmosphère avait changé. Tout à l'heure, dehors, les enfants avaient envie de jouer. Ils débordaient d'énergie, puis, quand ils avaient aperçu madame Coulter, leur enthousiasme avait cédé la place à une peur hystérique difficilement contenue. Mais maintenant, on percevait de la détermination et du sang-froid dans leur volubilité. Laïra s'émerveillait du pouvoir de l'espoir. Elle se tourna vers la porte du réfectoire avec prudence, prête à baisser la tête, car des voix d'adultes approchaient, et, soudain, madame Coulter en personne apparut. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, en souriant aux enfants qui dégustaient leurs boissons chaudes et leurs gâteaux, à l'abri et bien nourris. Un petit frisson parcourut aussitôt l'ensemble du réfectoire. Tous les enfants la regardaient, immobiles et muets. Madame Coulter continua de sourire et passa sans s'arrêter ni dire un mot. Peu à peu, les conversations reprirent. Laïra demanda: « Où vont-ils? » Sans doute à la salle de réunion, dit Annie. Un jour ils nous y ont emmenés, ajouta-t-elle, parlant d'elle et de son démon. Il y avait une vingtaine d'adultes dans la pièce. L'un d'eux donnait un cours. J'ai dû me mettre devant eux et faire tout ce qu'ils me demandaient.
comme par exemple voir jusqu'où mon Kyrilion pouvait s'éloigner de moi. Ensuite il m'a hypnotisé et il m'a fait faire d'autres expériences. C'est une grande salle avec beaucoup de chaises, des tables et une petite estrade, juste derrière le bureau. Je parie qu'ils vont faire comme si l'exercice d'évacuation s'était bien passé. J'ai l'impression qu'ils ont peur d'elle, autant que nous. Lyra passa le restant de la journée en compagnie des autres filles, à observer, parlant peu, essayant de ne pas se faire remarquer. Après l'éducation physique et un cours de couture, il y eut le dîner, puis la récréation dans la salle de loisirs, une grande pièce sinistre avec quelques jeux, de vieux livres abîmés et une table de ping-pong. Au bout d'un moment, Lyra et les autres prirent conscience d'une sorte d'effervescence contenue autour d'eux. Les adultes couraient dans tous les sens, ou bien discutaient avec animation par petits groupes. Lyra en conclut qu'ils avaient découvert l'évasion des démons, et qu'ils se demandaient ce qui s'était passé. Cependant, elle n'apercevait pas madame Coulter, à son grand soulagement d'ailleurs. Quand vint l'heure de se coucher, elle comprit qu'elle devait mettre les autres filles dans la confidence. Dites, est-ce qu'ils viennent parfois vérifier si on dort demanda-t-elle. Ils ne viennent qu'une seule fois, répondit Bella. Ils balayent le dortoir avec une lampe. Ils ne regardent pas vraiment. Tant mieux, car j'ai l'intention d'aller faire un petit tour cette nuit. Un garçon m'a montré un passage dans le plafond. Elle leur expliqua son projet. Annie déclara Je t'accompagne. Non, il ne faut pas. Ce sera moins risqué s'il manque juste une personne. Vous pourrez toutes dire que vous dormiez, et que vous ne savez pas où je suis allé. Mais si je venais avec toi, on risquerait de se faire prendre, dit Lyra. Les deux démons s'affrontaient du regard. Pantalaimon sous l'aspect d'un chat sauvage, et le Kyrilion d'Annie transformé en renard. L'un et l'autre tremblaient de rage. Pantalaimon cracha discrètement, montrant les dents. Kyrilion tourna alors la tête et entreprit de faire sa toilette d'un air indifférent. Très bien, dit Annie, résignée. Il n'était pas rare que des conflits entre enfants soient réglés par leurs démons de cette façon, l'un reconnaissant la domination de l'autre. Leurs humains acceptaient l'issue de l'affrontement sans rancœur, généralement, et Lyra sut qu'Annie se plierait à sa décision. Chacune des filles fournit des vêtements afin de remplir le lit de Lyra et donner l'impression qu'elle dormait sous les couvertures, puis elles jurèrent le secret. Après quoi, Lyra écouta à la porte pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans les parages, sauta sur l'armoire métallique, souleva le panneau amovible et se hissa par l'ouverture dans le plafond. Ne dites rien surtout, murmura-t-elle, penchée au-dessus des trois visages levés vers elle. Elle remit délicatement le panneau en place et examina les lieux. Elle était recroquevillée dans un étroit conduit métallique soutenu par un ensemble de poutrelles et d'étançons. Les panneaux amovibles du plafond étant légèrement transparents, la faible lumière qui provenait d'en bas éclairait cet espace exigu, à peine 50 centimètres de hauteur, qui s'étendait de tous les côtés. En outre, il était encombré de tuyaux et de conduits, et il serait extrêmement facile de s'y perdre, mais en suivant les structures métalliques, en évitant de peser de tout son poids sur les panneaux, et du moment qu'elle ne faisait pas de bruit, elle devait pouvoir voyager ainsi d'un bout à l'autre de la station. C'est comme dans le temps, à Jordan College. Tu te souviens, Pan murmura-t-elle, quand on a espionné dans le salon. Justement, si tu étais resté tranquille, rien de tout cela ne serait arrivé, répondit le démon. Donc c'est à moi de tout arranger, pas vrai Lyra essaya de se repérer, et après avoir localisé approximativement la salle de réunion, elle se mit en marche. Cette expédition n'était pas une partie de plaisir. Elle était obligée d'avancer à quatre pattes, car le manque d'espace ne lui permettait pas de se tenir accroupie, et régulièrement, elle devait se faufiler sous un gros tuyau ou enjamber des conduits de chauffage brûlants. Les gaines métalliques qu'elle empruntait suivaient le tracé des cloisons, autant qu'elle pouvait en juger, et tant qu'elle continuait ainsi, elle sentait sous elle une solidité rassurante. Mais les gaines étaient étroites et tranchantes sur les bords, à tel point qu'elle s'entaillait les mains et les genoux en avançant. Et bientôt, tout son corps fut endolori, envahi de crampes et couvert de poussière. Mais elle savait plus ou moins où elle se trouvait, et elle apercevait, quand elle se retournait, la masse noire de ses vêtements entassés au-dessus du dortoir qui servirait à guider son retour. Elle savait quand une pièce était inoccupée car les panneaux du plafond étaient sombres. Parfois, elle entendait des voix et elle s'arrêtait pour tendre l'oreille, mais ce n'étaient que les cuistots dans les cuisines ou les infirmières réunies dans ce qui était certainement leur salle de repos. Leur conversation ne présentant aucun intérêt, elle poursuivait son chemin. Finalement,
Elle atteignit la zone où devait se trouver la fameuse salle de réunion. D'après ses calculs, et de fait, il y avait devant elle un espace sans tuyaux où tous les panneaux, sur un large rectangle, étaient éclairés. Collant son oreille contre le plafond, elle perçut un murmure de voix adulte et sut qu'elle avait trouvé le bon endroit. Tendue, elle progressa centimètre par centimètre et finit par s'allonger de tout son long à l'intérieur du conduit, l'oreille collée contre le métal froid. On entendait parfois un tintement de couvert ou le bruit du verre contre le verre quand on servait à boire. Il y avait 4 voix différentes, apparemment, dont celle de madame Coulter. Les 3 autres appartenaient à des hommes. Ils évoquaient la fuite des démons. Qui est responsable de la surveillance de cette section demanda madame Coulter de sa voix douce et mélodieuse. Un jeune chercheur nommé Mackay, répondit l'un des hommes. Mais il existe des mécanismes automatiques. Ils n'ont pas fonctionné pour, dit-elle. Je suis désolé, madame Coulter, mais ils ont fonctionné. Mackay nous assure qu'il a fermé toutes les cages quand il a quitté le bâtiment à 11 heures précises. La porte extérieure, elle, n'a pas été ouverte. En aucun cas, car il est entré et ressorti par la porte intérieure, comme à son habitude. Il faut fournir un code à l'ordinateur qui contrôle les serrures et, dans ce cas, la mémoire l'enregistre. Dans le cas contraire, l'alarme se déclenche. Mais l'alarme ne s'est pas déclenchée, dit madame Coulter. Malheureusement, elle a sonné quand tout le monde était dehors pour participer à l'exercice d'évacuation. Mais quand vous êtes rentré? Hélas, encore une fois, les 2 alarmes sont branchées sur le même circuit. C'est un défaut de conception auquel il faudra remédier. Conclusion, quand on a coupé l'alarme incendie après l'exercice, celle du laboratoire a été coupée en même temps. Malgré cela, nous aurions dû nous en apercevoir, car après chaque perturbation dans la routine de nos activités quotidiennes, nous procédons habituellement à des vérifications, mais vous êtes arrivés au même moment, chère madame Coulter, à l'improviste. Et si vous vous souvenez, vous avez exigé de rencontrer immédiatement dans votre chambre le personnel du laboratoire. Par conséquent, personne n'est retourné au laboratoire avant un certain temps. Je vois, dit madame Coulter d'un ton glacial. Dans ce cas, les démons ont été libérés pendant l'exercice d'évacuation, ce qui élargit considérablement la liste des suspects, pour inclure tout le personnel de la station. Avez-vous envisagé cela? Avez-vous envisagé que ce pourrait être l'œuvre d'un enfant? Répliqua quelqu'un. Madame Coulter demeura muette, et le deuxième homme poursuivit. Chaque adulte avait une tâche à effectuer. Chaque tâche réclamait toute son attention, et chacune de ces tâches a été accomplie. Il n'est donc pas possible qu'un membre du personnel ait ouvert cette porte. Autrement dit, une personne est venue de l'extérieur dans ce but bien précis, ou bien un des enfants a réussi à se faufiler jusqu'au laboratoire, à ouvrir les portes et les cages avant de rejoindre ses camarades devant le bâtiment principal. Et comment comptez-vous enquêter? Demanda madame Coulter. Non, réflexion faite, ne me dites rien. Comprenez bien, docteur Cooper, que je ne critique pas par plaisir. Nous devons nous montrer extrêmement prudents. C'était une effroyable erreur de brancher les 2 alarmes sur le même circuit. Cela doit être corrigé sur le champ. L'officier Tartare, responsable de la garde, pourrait peut-être vous aider dans votre enquête. C'est une simple suggestion de ma part. Au fait, où étaient les Tartares durant l'exercice d'évacuation? Je suppose que vous avez déjà réfléchi à cette question. Oui, bien sûr, répondit le même homme, d'un ton las. Tous les soldats de la garde étaient partis en patrouille. Ils tiennent des registres très détaillés. Je suis certaine que vous faites de votre mieux, mais regardez où nous en sommes. Quel gâchis! Enfin, oublions tout ça pour l'instant. Parlez-moi plutôt du nouveau séparateur. Lyra fut parcourue d'un frisson de terreur. Ce mot ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ah, nous avons fait de gros progrès, déclara le docteur, soulagé de voir que la conversation changeait de terrain. Avec le premier modèle, nous courions toujours le risque de voir le patient mourir sous le choc de l'opération. Mais nous avons considérablement amélioré ce point. Les Skrellings avaient manuellement de meilleurs résultats, dit un homme qui n'avait pas encore parlé. Grâce à des siècles de pratique, répondit l'autre. Au début, l'arrachement pur et simple était la seule option, déclara l'orateur principal, en dépit des traumatismes provoqués chez nos praticiens. Si vous vous souvenez bien, nous avons dû renvoyer un grand nombre d'entre eux, victimes de dépression. Le premier grand changement fut l'utilisation de l'anesthésie combinée au scalpel en barrique de Maystadt.
Ainsi, nous avons pu réduire le nombre de décès par choc opératoire à moins de 5%. Et ce nouvel instrument? Demanda madame Coulter. Lyra tremblait comme une feuille. Le sang battait à ses tempes, et Pantalaimon plaquait son corps d'hermine contre elle, en murmurant Calme-toi, Lyra. Ils ne le feront pas. On les en empêchera. En fait, disait le docteur, dans sa salle en dessous, c'est une fort étrange découverte de Lord Asriel lui-même qui nous a donné la clé de cette nouvelle méthode. Il a en effet constaté qu'un alliage de manganèse et de titane avait la propriété d'isoler le corps du démon de l'humain. Mais au fait, qu'est-il advenu de Lord Asriel? Peut-être n'êtes-vous pas au courant, dit madame Coulter. Lord Asriel a été condamné à mort avec sursis. Une des conditions de son exil à Svalbard était qu'il renonce entièrement à son travail philosophique. Malheureusement, il a réussi à se procurer des livres et du matériel afin de poursuivre ses expériences hérétiques, à tel point qu'il serait désormais dangereux de le laisser en vie. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le Conseil de discipline consistoriale ait commencé à débattre de la question de la peine de mort et de son éventuelle application. Mais revenons-en à votre nouvel instrument, docteur. Comment fonctionne-t-il? Ah oui, la peine de mort, vous dites? Bonté divine. Pardonnez-moi. Le nouvel instrument, donc. Nous cherchons à savoir ce qui se passe lorsque l'intercision est effectuée quand le patient reste conscient. Et bien entendu, cela était impossible avec la méthode Meystat. Aussi, avons-nous mis au point une sorte de guillotine, pourrait-on dire. La lame est un alliage de manganèse et de titane, et l'on place l'enfant dans un caisson grillagé, comme une petite cabine, du même alliage. Le démon, lui, est placé dans un caisson similaire, relié au premier. Tant qu'il existe un contact physique, évidemment, le lien subsiste. Ensuite, on fait tomber la lame pour trancher le lien, d'un coup bien net. On obtient ainsi deux entités séparées. J'aimerais beaucoup assister à cela, dit madame Coulter. Bientôt, j'espère. Mais pour le moment, je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. Je veux voir tous les enfants demain. Nous découvrirons qui est entré dans le laboratoire. Il y eut un bruit de chaises, des échanges de politesse, une porte qui se referma. Les trois hommes continuèrent à parler en baissant la voix. Que manigance Lord Asriel? Je crois qu'il a des idées totalement différentes sur la nature de la poussière. Tout est là. Ses opinions sont profondément hérétiques. Voyez-vous? Et le conseil de discipline consistoriale ne peut tolérer aucune autre interprétation que celle autorisée. En outre, il veut expérimenter. Expérimenter? Avec la poussière? Chut, pas si fort. Croyez-vous qu'elle va rédiger un rapport défavorable? Non. Je trouve que vous avez été parfait. J'avoue que son comportement m'inquiète. Vous ne le trouvez pas philosophique? Exactement. Je sens un intérêt personnel. Je n'aime pas employer ce mot, mais il y a chez elle quelque chose de macabre. Vous exagérez. Vous souvenez-vous des premières expériences? Le plaisir qu'elle prenait à les voir écartelées? En entendant ces mots, Lyra ne put retenir un petit cri. Son pied heurta une barre métallique. Vous avez entendu? Dans le plafond! Vite! Des chaises raclèrent le sol. Il y eut un bruit de pas précipités, une table contre elle. Lyra tenta de s'enfuir, mais l'espace était trop étroit, et à peine avait-elle eu le temps de parcourir quelques mètres qu'un des panneaux du plafond, juste à côté d'elle, se souleva brutalement. Elle se retrouva nez à nez avec un homme stupéfait. Elle était si près de lui qu'elle aurait pu compter les poils de sa moustache. Aussi surpris qu'elle, mais disposant d'une plus grande liberté de mouvement, il parvint à glisser la main par l'ouverture et à lui agripper le bras. « C'est une gamine! Ne la laissez pas s'enfuir !» Lyra planta ses dents dans la grosse main constelée de taches de rousseur. L'homme poussa un hurlement, mais ne lâcha pas prise, bien que Lyra le mordît au sang. Pantalaimon montrait les dents et crachait, mais en vain. L'homme était beaucoup plus fort qu'elle, et il continuait à tirer, jusqu'à ce que la fillette, qui s'accrochait désespérément à un tuyau, soit obligée de lâcher prise et bascule à moitié par l'ouverture, la tête la première. Toujours sans dire un mot, elle coinça ses jambes par-dessus le rebord tranchant de la gaine métallique et effectua un rétablissement en griffant, mordant, frappant et crachant à l'aveuglette, habitée par une fureur incontrôlable. Sous elle, les hommes haletaient, grognaient et poussaient des râles de douleur ou d'épuisement, mais ils continuaient de la tirer vers le bas. Et soudain, Lyra sentit toutes ses forces l'abandonner.
C'était comme si une main étrangère s'était introduite en elle, là où aucune main n'avait le droit de pénétrer, pour arracher quelque chose de profond et de précieux. Elle se sentit prise de vertige et de nausée, sur le point de s'évanouir, terrassée par le choc. Un des hommes avait saisi Pantalaimon. Il avait attrapé le démon de l'Aïra avec ses mains d'être humain, et le pauvre Pan tremblait, rendu fou d'horreur et de dégoût. Son corps de chat sauvage, aux poils ternis par le manque de force, projetait des étincelles ambariques comme des signaux d'alarme. Il se tordit vers l'Aïra, tandis qu'elle tendait les deux mains vers lui. L'un et l'autre se figèrent, ils étaient prisonniers. Elle sentait ses mains. Ce n'était pas autorisé. Personne n'était censé toucher. Impossible. Elle était seule? Un homme avait passé la tête par l'ouverture du plafond. Oui, on dirait. Qui est cette fille? La nouvelle. Celle que les chasseurs samoyèdes. Oui. Vous ne croyez pas qu'elle. Les démons? C'est possible, mais pas seule en tout cas. Doit-on en parler à. Ce serait signer notre perte, vous ne croyez pas? Je suis d'accord. Il vaut mieux qu'elle ne sache rien. Que faire alors? Elle ne peut pas retourner avec les autres enfants. Impossible. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Maintenant? Il le faut. Ça ne peut pas attendre demain. Elle veut y assister. Nous pouvons nous en occuper. Inutile d'y mêler quelqu'un d'autre. L'homme qui semblait commander, celui qui ne tenait ni l'Aïra ni Pantalaimon, se tapotait les dents avec son ongle. Son regard ne se fixait nulle part. Finalement, il hocha la tête. Maintenant, dit-il, car sinon elle parlera. Le choc de l'opération évitera au moins ça. Elle aura oublié qui elle est, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu. Allons-y. L'Aïra était incapable de dire un mot. Elle pouvait à peine respirer. Elle ne put que se laisser entraîner à travers la station, dans des couloirs blancs et déserts, passant devant des pièces bourdonnantes d'énergie ambarique, devant des dortoirs où des enfants dormaient avec leurs démons sur leur oreiller, tout près d'eux, partageant leurs rêves. Et pas une seconde durant le trajet, elle ne cessa d'observer Pantalaimon, qui tendait tout son corps vers elle. Leurs yeux ne se quittaient pas. Une porte s'ouvrit, actionnée par un volant, dans un sifflement pneumatique, laissant apparaître une pièce violemment éclairée, tout en dallage blanc et en acier étincelant. La peur qu'elle éprouvait à cet instant ressemblait presque à une douleur physique. C'était véritablement une douleur physique. Tandis que les trois hommes les entraînaient, Pantalaimon et elle, vers une grande cage grillagée, argentée, au-dessus de laquelle une énorme lame du même métal attendait, prête à les séparer à tout jamais. Retrouvant enfin sa voix, la fillette se mit à hurler. Son cri résonna bruyamment sur les surfaces brillantes de la pièce, mais l'épaisse porte avait eu le temps de se refermer dans un chuintement. L'Aïra pouvait hurler indéfiniment, pas un son ne sortirait de cette salle. Mais en réponse à ces cris de désespoir, Pantalaimon avait réussi à se libérer de ses mains abominables. Devenu lion, puis aigle, il les lacéra avec ses serres cruelles en agitant furieusement ses larges ailes. Puis il devint loup, ours, putois. Il bondissait, grognait, griffait, enchaînant les transformations à un rythme trop rapide pour que l'œil les enregistre. Tout cela sans cesser de sautiller, de voler, de foncer d'un endroit à l'autre, tandis que des mains maladroites s'agitaient en tous sens pour se refermer sur le vide. Mais ces hommes avaient des démons eux aussi, évidemment. Le combat ne se déroulait pas à 2 contre 3, mais à 2 contre 6. Le blaireau, la chouette et le babouin étaient bien décidés tous les trois à terrasser Pantalaimon. Et l'Aïra leur criait « Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Aidez-nous! Vous n'avez pas le droit d'être de leur côté !» Elle se remit à gesticuler et à mordre, avec une fougue renouvelée, jusqu'à ce que l'homme qui la retenait pousse un cri et la lâche un court instant. Elle était libre, et Pantalaimon jaillit vers elle tel un éclair. Elle le plaqua contre sa poitrine haletante, il enfonça ses griffes de chat sauvage dans sa chair, et chaque élancement de douleur lui redonnait espoir. « Jamais! 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 » cria-t-elle en reculant contre le mur, prête à défendre son démon jusqu'à la mort. Mais ils se jetèrent sur elle de nouveau, 3 hommes robustes et brutaux, alors qu'elle n'était qu'une enfant effrayée en état de choc. Ils lui arrachèrent Pantalaimon, la jetèrent d'un côté de la cage et emportèrent le démon, qui continuait à se débattre de l'autre côté. Ils étaient maintenant séparés par un grillage, mais Pantalaimon faisait encore partie d'elle. Pendant quelques secondes encore, il était son âme précieuse et irremplaçable. Malgré les halètements des hommes,
Malgré ses propres sanglots et les hurlements sauvages de son démon, Laïra entendit un bourdonnement. Elle vit un des hommes, il saignait du nez, actionner des commandes sur un tableau. L'énorme lame argentée se levait lentement, scintillante. Le dernier instant de sa vie avec son démon serait le plus affreux. Que se passe-t-il ici? Une voix douce et mélodieuse. Sa voix. Tout s'arrêta. Que faites-vous? Et qui est cet enfant? Elle n'acheva pas le mot enfant, car elle venait de reconnaître Laïra. À travers ses yeux embués de larmes, Laïra la vit chanceler et se retenir à une table. Son beau visage, si harmonieux, revêtit l'espace d'un instant le masque de la stupéfaction et de l'horreur. Laïra, murmura-t-elle. Le singe doré jaillit à ses côtés en un éclair et, d'un geste vif, il arracha Pantalaimon de la cage métallique, tandis que Laïra sortait de son côté. Pantalaimon se libéra des pattes empressées du singe pour se précipiter d'un pas chancelant dans les bras de Laïra. Jamais, jamais, dit-elle d'une voix haletante, la tête enfouie dans sa fourrure, et le démon plaqua son cœur battant contre celui de la fillette. Ils restèrent enlacés, tels les survivants d'un naufrage, tremblant sur une côte déserte. Laïra entendit confusément madame Coulter s'adresser aux trois hommes, mais elle ne pouvait même pas interpréter le ton de sa voix. Et voilà qu'ils quittaient cette salle abominable. Madame Coulter l'aidait à avancer dans le couloir. Elles franchirent une porte, entrèrent dans une chambre. Il y avait un parfum dans l'air, une lumière tamisée. Madame Coulter l'allongea délicatement sur le lit. Laïra serrait si fort Pantalaimon que son bras tremblait. Une main douce lui caressa le front. « Ma chère, ma très chère enfant, dit la voix mélodieuse, comment es-tu arrivée ici ?